Ce matin-là, Naomi n'avait plus que 100 $. Son dernier billet. Elle le serrait fort dans sa main en quittant sa petite chambre. Devant l'immeuble, Chris était assis comme d'habitude, fatigué, silencieux. Mais ce jour-là, il leva les yeux et dit quelque chose qu'il n'avait jamais osé demander. Il avait un entretien d'embauche. Il avait besoin de 100 $ pour acheter un costume. Naomi resta figée. C'était tout ce qu'elle avait. Si elle donnait cet argent, elle ne pourrait même pas payer ses propres dépenses. Pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. Puis, elle lui tendit le billet. Son dernier billet. Chris le regarda, surpris. Elle lui sourit et dit simplement « Je crois en vous ». Il prit l'argent. Et partit. Naomi ne savait pas que ce simple geste allait révéler un secret incroyable. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle venait d'aider n'était pas celui qu'il prétendait être. Et ce qui s'est passé le lendemain va vous choquer. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. De Paris, de Dakar, de Montréal, de Bruxelles, d'Abidjan, de Kinshasa, de Fort-de-France? Écrivez le nom de votre ville, ça me fait toujours chaud au cœur de voir d'où vous venez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Appuyez sur le bouton abonner, activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Chaque like m'aide à continuer à vous raconter des histoires qui valent la peine d'être entendues. Maintenant, installez-vous confortablement. Parce que l'histoire de Naomi et Chris commence maintenant. Atlanta. Une ville qui ne dort jamais vraiment. Une ville qui respire fort, qui transpire, qui crie parfois. Une ville où les gratte-ciel brillent dans le ciel du soir comme des étoiles fabriquées par des hommes, où les autoroutes n'arrêtent jamais de gronder, où les quartiers huppés côtoient les quartiers pauvres avec une indifférence presque cruelle. Une ville où des millions de gens vivent côte à côte sans jamais vraiment se voir. Atlanta est une ville de contraste. D'un côté, des mansions avec des pelouses parfaites, des voitures de luxe dans des allées en marbre, des familles qui dînent dans des restaurants où le menu coûte plus cher que le loyer mensuel d'une famille ordinaire. De l'autre côté, des trottoirs où des hommes et des femmes dorment sous des couvertures usées, avec pour seul toit le ciel étoilé ou les nuages de pluie d'un soir d'orage. C'est dans cette ville-là que vivait Naomi. Et c'est dans cette même ville que survivait Chris. Naomi Carter avait 25 ans quand cette histoire commence. Elle habitait dans le quartier de Vine City, un quartier que beaucoup de gens d'Atlanta connaissent bien, un quartier qui a ses propres cicatrices, sa propre histoire, sa propre beauté cachée sous les couches de difficultés. Elle vivait dans un appartement au 2e étage d'un immeuble qui avait besoin d'un sérieux coup de peinture. Les marches de l'escalier craquaient. Le robinet de la cuisine fuyait avec une régularité presque musicale. Le chauffage faisait un bruit étrange en hiver, comme si quelque chose de vivant était coincé à l'intérieur. Mais c'était chez elle. Et Naomi prenait soin de cet endroit comme si c'était un palais. Sa mère, Dorothy Carter, lui avait appris très tôt que la dignité n'avait rien à voir avec la taille de votre appartement. Dorothy avait élevé Naomi seule, après que le père de Naomi soit parti quand elle avait 6 ans. Elle n'avait pas de formation particulière, pas de diplôme universitaire encadré sur un mur. Mais elle avait quelque chose que beaucoup de gens riches n'auraient jamais. Elle avait le cœur grand. Elle avait la foi. Et elle avait transmis tout ça à sa fille unique avec une générosité absolue. Naomi avait hérité de la beauté de sa mère. Une peau profondément noire et éclatante, comme si elle absorbait la lumière du soleil d'Atlanta et la renvoyait en quelque chose de plus beau encore. Des yeux en amande d'un brun chaud, qui donnaient l'impression de voir plus loin que ce que les autres regardaient. Des lèvres pleines qui souriaient facilement, pas d'un sourire de façade, mais d'un sourire qui venait de quelque part à l'intérieur, d'un endroit profond et calme. Elle portait ses cheveux naturels, souvent en tresse ou en bune serrée pour aller travailler, et le week-end elle les laissait libres, et il formait autour de son visage une couronne sombre et magnifique. Elle travaillait comme agente d'entretien dans une grande tour de bureau du centre d'Atlanta, sur Peachtree Street. Le bâtiment s'appelait Meridian Tower. 32 étages de verre et d'acier abritant des cabinets d'avocats, des sociétés de conseil financier, des agences de marketing, et tout en haut, les bureaux d'une grande banque régionale qui s'appelait Southern Premier Bank. Naomi arrivait chaque matin à 5h30, bien avant que les cadres en costume ne débarquent avec leur café à 12 $ et leurs AirPods vissés dans les oreilles. Elle commençait par les halls d'entrée, passait aux ascenseurs, nettoyait les étages les uns après les autres avec une efficacité silencieuse et une fierté discrète. Son manager, une femme d'une 50aine d'années qui s'appelait Madame Washington, disait toujours que Naomi était la meilleure employée qu'elle avait jamais eue.
Pas seulement parce qu'elle travaillait bien, mais parce qu'elle arrivait à l'heure, chaque matin sans exception. Parce qu'elle ne se plaignait jamais. Et parce qu'elle traitait chaque centimètre carré de ce bâtiment comme si c'était son propre espace. Un soir, Madame Washington l'avait surprise en train de replacer délicatement un cadre qui s'était légèrement incliné dans le couloir du 4e étage. Un cadre dans un bureau où elle ne travaillait même pas directement. Elle l'avait regardé faire, et elle avait souri sans rien dire. La vie de Naomi n'était pas facile, mais elle n'était pas non plus sans joie. Elle avait quelques amis proches, notamment sa meilleure amie depuis l'enfance, une femme qui s'appelait Jasmine, vive, drôle, toujours prête à rire et à dire ce qu'elle pensait sans filtre. Elle avait sa mère Dorothy, qu'elle appelait chaque dimanche soir pour parler de tout et de rien, de la semaine qui venait de passer, des petits événements du quartier, de la vie en général. Elle avait sa foi, qu'elle portait simplement, sans ostentation, mais avec une solidité que rien ne semblait pouvoir ébranler. Et elle avait ses petits plaisirs, le café du matin qu'elle préparait elle-même avec soin, la musique qu'elle écoutait en faisant le ménage chez elle, les livres qu'elle empruntait à la bibliothèque du quartier et qu'elle lisait le soir avant de s'endormir. Ce qu'elle n'avait pas, c'était l'argent. Pas vraiment. Son salaire couvrait le loyer, les factures, la nourriture de base, et laissait très peu pour autre chose. Elle ne se plaignait pas. Elle gérait. Elle faisait attention. Elle mettait de côté quand elle pouvait, même des petites sommes. Et elle n'enviait pas les gens qu'elle voyait dans les étages de Meridian Tower, avec leurs montres brillantes et leurs conversations téléphoniques importantes. Elle les regardait avec curiosité, parfois, mais pas avec désir. Elle avait compris très tôt dans sa vie que l'argent était un outil, pas une identité. Et puis il y avait Chris. Elle l'avait remarqué pour la première fois un mardi matin de janvier. Il faisait froid à Atlanta, pas le froid brutal des villes du Nord, mais un froid humide et mordant qui s'infiltrait sous les vêtements et dans les os. Il était assis sur le trottoir juste devant l'entrée principale de Meridian Tower, le dos appuyé contre le mur de briques froides, les jambes allongées devant lui, un sac de voyage usé posé à côté de lui. Il portait un manteau qui avait dû être beau il y a longtemps, mais qui était maintenant élimé au coude et taché sur le devant. Il avait une barbe de plusieurs jours, des yeux profonds et fatigués, et il regardait droit devant lui avec cette expression que Naomi allait apprendre à reconnaître avec le temps, une expression qui n'était ni de la tristesse ni de la colère, mais quelque chose entre les deux, quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Elle avait ralenti en passant devant lui. Leurs regards s'étaient croisés une fraction de seconde. Elle avait hoché la tête. Lui aussi. Le lendemain matin, il était encore là. Et le surlendemain, Naomi avait commencé à le saluer chaque matin. Un simple bonjour, dit avec un vrai sourire, pas le sourire poli et automatique qu'on donne à quelqu'un qu'on regarde sans le voir, mais un sourire qui reconnaissait sa présence, qui disait « je te vois, tu existes, tu comptes ». Au début, Chris répondait à peine. Un léger mouvement de tête, presque imperceptible. Puis progressivement, au fil des jours, une réponse plus audible. Un bonjour murmura. Puis un bonjour un peu plus ferme. Puis, un matin, un sourire. Ce sourire-là, Naomi ne l'oublierait jamais. Elle commença à lui apporter des choses de temps en temps. Une tasse de café dans un gobelet thermique qu'elle avait acheté exprès. Un sandwich emballé qu'elle préparait le soir avant d'aller dormir. Une fois, une paire de chaussettes épaisses un jour où il faisait particulièrement froid. Elle ne faisait jamais ça avec une démonstration, sans apparat, sans vouloir montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle posait simplement la chose à côté de lui avec un sourire, et elle entrait dans le bâtiment. Ses collègues la remarquèrent. Certaines haussèrent les épaules. Une ou deux firent des commentaires, pas méchants exactement, mais teintés de cette prudence que les gens ont parfois quand ils ne comprennent pas la générosité sans raison apparente. Naomi n'expliquait rien. Elle continuait. Parfois, quand elle pouvait, elle lui donnait 5 $. Pas tous les jours. Mais quand elle avait un peu de marge dans son budget de la semaine. Elle le faisait naturellement, comme on rend un service à un ami, pas comme on fait l'aumône à quelqu'un qu'on regarde de haut. Ce que Naomi ignorait, ce que personne autour d'elle ne savait, c'est que Chris n'avait pas toujours dormi sur ce trottoir. Il n'avait pas toujours mangé ce qu'on lui donnait. Il n'avait pas toujours porté ce manteau élimé. Christopher Nathaniel Davis avait 30 ans. Il avait grandi dans le quartier de Buckhead, l'un des quartiers les plus aisés d'Atlanta, fils d'un médecin respecté et d'une professeure d'université. Il avait fait ses études dans les meilleures écoles de la ville, puis avait obtenu un double diplôme en finance et en gestion des affaires à l'université de Georgetown, à Washington. Brillant, ambitieux, travailleur,
Il avait intégré à 22 ans une société de capital investissement qui opérait depuis Atlanta et dont les bureaux occupaient justement plusieurs étages de Meridian Tower. En 7 ans, il avait gravi tous les échelons avec une rapidité qui faisait parler dans les cercles d'affaires de la ville. À 28 ans, il était devenu directeur général d'une filiale de la société, une entreprise qui gérait des actifs immobiliers dans tout le sud et des États-Unis. Son nom apparaissait dans les magazines économiques régionaux. Il était invité à des conférences. Il siégeait dans des conseils d'administration. Il habitait dans un penthouse à Midtown, conduisait une voiture de luxe, portait des costumes sur mesure. Sa vie ressemblait à ce que beaucoup de gens auraient appelé un rêve devenu réalité. Et puis il avait rencontré Vanessa. Vanessa était belle. Très belle. D'une beauté calculée et précise, comme celle d'un objet conçu pour produire un effet particulier. Elle était intelligente aussi, pas avec la même intelligence que Chris, pas l'intelligence créatrice et visionnaire, mais une intelligence tactique, stratégique, une capacité remarquable à lire les gens et à savoir exactement quoi leur dire pour qu'ils fassent ce qu'elle voulait. Chris, qui était brillant dans les affaires mais moins expérimenté en matière de cœur, ne l'avait pas vu. Ou plutôt, il avait choisi de ne pas le voir. Parce que Vanessa savait aussi être douce quand elle le voulait. Attentionnée. Présente. Et Chris, qui avait passé des années à travailler sans jamais vraiment s'arrêter, avait eu besoin de ça. Il avait eu besoin de quelqu'un. Ils s'étaient mariés 2 ans après leur rencontre, dans une cérémonie somptueuse au bord d'un lac en dehors d'Atlanta, avec 200 invités, des fleurs blanches partout, et toutes les photos qu'on pouvait poster sur les réseaux sociaux pour montrer que la vie était belle. Chris avait cru que c'était le début d'un chapitre heureux. C'était en réalité le début d'un long cauchemar. Les premiers signes étaient subtils. Une remarque ici, une absence là, une décision prise sans le consulter, une dépense inexpliquée. Chris travaillait beaucoup et il ne faisait pas toujours attention. Mais progressivement, les choses se précisèrent. Il commença à remarquer que Vanessa avait accès à des comptes bancaires qu'elle gérait seule. Que certains documents de la société avaient été signés d'une façon qui ne lui ressemblait pas. Que des actifs qu'il pensait posséder solidement semblaient avoir été réorganisés dans des structures juridiques complexes où il n'avait plus vraiment le contrôle. Quand il voulut en parler, Vanessa changea de sujet. Quand il insista, elle pleura. Quand il demanda à consulter les documents, il y avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas le bon moment. Et entre 2 conversations difficiles, elle était douce, affectueuse, proche, et Chris se disait qu'il avait peut-être tort, qu'il s'inquiétait pour rien, que la confiance était la base d'un mariage. La vérité éclata un mercredi matin de mars, lors d'une réunion avec ses avocats d'affaires. Les chiffres ne correspondaient plus. Des millions de dollars avaient été transférés sur des comptes offshore. Des propriétés avaient été hypothéquées à son insu. Des signatures avaient été falsifiées. La société dans laquelle il avait mis toute son âme, toute son énergie, toutes ses années de travail, était en train de s'effondrer comme un château de cartes. Vanessa avait tout prévu. Elle avait travaillé avec un avocat spécialisé en droit matrimonial et avait structuré le divorce de façon à ce que Chris se retrouve avec pratiquement rien. La loi en Géorgie était complexe. Les actifs avaient été déplacés de façon à protéger les intérêts de Vanessa. Les avocats de Chris, découvrant l'étendue de la situation, lui annoncèrent que les procédures légales prendraient des années et coûteraient des sommes qu'il n'avait plus. Il perdit la société. Il perdit le penthouse. Il perdit la voiture. Il perdit sa réputation professionnelle, parce que dans le monde des affaires d'Atlanta, les rumeurs allaient vite et les gens ne posaient pas de questions avant de juger. Il perdit ses économies, presque entièrement absorbées par les frais juridiques des premiers mois de procédure. Et il perdit quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose comme la foi en sa propre capacité à lire les gens, à comprendre le monde, à faire les bons choix. Ses parents étaient âgés et vivaient en Floride. Il ne voulait pas leur faire porter le poids de ce qu'ils traversaient. Ses amis de l'époque de sa réussite s'éloignèrent rapidement, avec cette discrétion légèrement honteuse des gens qui ne savent pas comment se comporter face à la chute de quelqu'un qu'ils admiraient. Quelques-uns essayèrent de l'aider, mais Chris, plongé dans une dépression profonde et sévère, refusait le contact. Il s'isolait. Il ne dormait plus. Il ne mangeait plus vraiment. Il errait dans la ville qu'il avait traversée en voiture de luxe et qu'il parcourait maintenant à pied, sans but précis. Il finit par se retrouver à la rue. Pas d'un seul coup. Ça avait été progressif, comme beaucoup de chutes. D'abord un hôtel bon marché. Puis une chambre chez une vague connaissance qui finit par lui demander de partir. Puis quelques nuits dans un refuge, mais l'environnement là-bas l'avait plongé encore plus profondément dans le désespoir.
Et finalement, le trottoir. Le trottoir devant Meridian Tower, le bâtiment qui avait autrefois abrité son bureau, ses ambitions, sa vie. Il y avait quelque chose de presque symbolique dans le fait qu'il soit revenu là. Il ne l'avait pas décidé consciemment, ou peut-être que si. Peut-être qu'une partie de lui voulait être là, devant ce bâtiment, pour se rappeler ce qu'il avait été, pour ne pas oublier complètement, pour garder un lien fragile avec une version de lui-même qui avait existé. Ou peut-être qu'il voulait simplement que quelqu'un le reconnaisse. Que quelqu'un qu'il avait vu en costume et en succès le voie maintenant et comprenne que ça pouvait arriver à n'importe qui. Mais personne ne le reconnut. Les cadres qui sortaient de Meridian Tower le matin et le soir passaient devant lui comme devant un élément du décor. Certains changeaient de trottoir pour l'éviter. D'autres regardaient leur téléphone au moment précis où ils auraient pu croiser son regard. Le monde des affaires d'Atlanta avait tourné la page Chris Davis bien avant que lui-même ne soit prêt à le faire. Et puis il y avait une Naomi. Ce premier matin où elle avait ralenti en passant devant lui et hoché la tête avec ce sourire tranquille, Chris avait eu une réaction étrange. Pas de la gratitude immédiate, pas de l'émotion. Plutôt une sorte de surprise. Parce qu'il y avait quelque chose dans ce regard qui n'était ni de la pitié ni de la peur. C'était quelque chose de plus simple et de plus rare. C'était de la reconnaissance. Elle l'avait regardé comme un être humain. Pas comme un problème social. Pas comme quelque chose à éviter. Pas même comme quelqu'un à plaindre. Elle l'avait regardé comme on regarde quelqu'un qui est là, simplement là, et qui mérite d'être vu. Au fil des semaines, leur routine matinale devint quelque chose que Chris attendait. Il ne l'aurait pas admis facilement, pas à cette époque-là. Il avait encore trop de couches de douleur et de honte autour de lui pour admettre qu'un simple bonjour chanté d'une voix douce pouvait faire une différence dans sa journée. Mais c'est la vérité. Ce bonjour-là, ce sourire-là, ce regard-là, c'était le seul moment de chaque journée où il se sentait exister d'une façon qui ne lui faisait pas mal. Il observait Naomi sans qu'elle le sache vraiment. Il remarquait la façon dont elle marchait, avec une assurance calme, sans arrogance, mais sans complexe non plus. Il remarquait qu'elle portait toujours le même manteau bleu marine en hiver, bien entretenu mais visiblement vieux. Il remarquait qu'elle apportait parfois une tasse de café ou un sandwich et que sa façon de les lui donner n'était jamais condescendante. Il remarquait qu'elle ne regardait jamais par-dessus son épaule pour voir si quelqu'un la regardait faire sa bonne action. Elle ne jouait pour personne. Elle faisait juste ce qu'elle faisait. Un matin d'avril, après 3 mois de ces échanges matinaux, quelque chose changea. Chris avait reçu un appel la veille. Un ancien collègue, un homme qui avait travaillé avec lui dans les premières années de sa carrière et qui n'avait pas disparu comme les autres, lui avait laissé un message vocal. Il y avait un poste disponible à la Southern Premier Bank, la grande banque qui occupait les étages supérieurs de Meridian Tower. Pas un poste de direction, pas tout de suite, mais un poste d'analyste financier senior, pour lequel les compétences de Chris le rendaient largement qualifié. L'entretien était dans 2 semaines. Chris avait écouté ce message vocal 3 fois. Puis il s'était assis dans l'obscurité de la nuit et il avait pleuré. Pas de tristesse cette fois-ci. Ou pas seulement. Il avait pleuré parce que quelque chose en lui qui était mort ou presque mort s'était remis à battre. Quelque chose comme de l'espoir. Mais pour aller à cet entretien, il avait besoin d'un costume. Pas un costume de marque, pas quelque chose d'extravagant. Juste quelque chose de propre, de convenable, de digne. Et pour ça, il avait besoin d'au moins $100. Il avait fait le calcul plusieurs fois dans sa tête. Il y avait une friperie bien tenue dans le quartier de Little Five, où on pouvait trouver des costumes de bonne qualité pour ce prix-là. Il avait besoin de $100. Exactement $100. Et il n'en avait pas. Il n'avait pratiquement rien. Cette nuit-là, il réfléchit longtemps. Il pensa à son ancien collègue, qui lui avait fait confiance en lui donnant cette opportunité. Il pensa au poste d'analyste, à ce que ça représentait, à ce que ça pourrait devenir. Et il pensa à Naomi. Il pensa à elle et à ses $5 donnés avec simplicité, à ses sandwichs, à ses sourires du matin. Il pensa à lui demander de l'aide. Et il eut honte. Pas parce que demander de l'aide était une mauvaise chose. Mais parce que lui demander à elle, à cette femme qui visiblement vivait elle-même avec peu, lui semblait quelque chose d'injuste. C'était lui demander de donner quelque chose qu'elle n'avait probablement pas. Et pourtant, il ne voyait pas d'autre solution. Il n'avait personne d'autre à qui s'adresser. Ou plutôt, il avait choisi depuis des mois de n'avoir personne d'autre, de s'isoler, de disparaître, et maintenant cette décision avait des conséquences concrètes. Le lendemain matin, quand Naomi arriva et lui dit bonjour avec son sourire habituel, il la regarda un long moment avant de parler.
Et puis, avec une hésitation qui était presque physique, les mots arrivèrent. Il lui expliqua. L'entretien d'embauche. La banque. Le costume. Les 100 $. Il ne lui raconta pas toute son histoire, pas ce matin-là. Il lui dit juste ce qu'il avait besoin de savoir pour comprendre sa demande. Naomi l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre. Son visage ne changea pas. Elle ne pinça pas les lèvres. Elle ne leva pas les yeux au ciel. Elle écouta, et quand il eut terminé, elle resta silencieuse quelques secondes. Dans sa tête, les chiffres étaient très clairs. Elle avait exactement 100 $ dans son portefeuille. C'était tout ce qui lui restait jusqu'à sa prochaine paie, qui était dans 10 jours. Elle avait du riz chez elle, des conserves, quelques légumes. Elle pouvait tenir. Probablement. Mais ce billet de 100 $ représentait aussi sa marge de sécurité. Le coussin qui lui permettait de faire face à un imprévu, une facture surprise, une dépense médicale, quoi que ce soit. Elle pensa à sa mère, Dorothy, qui lui avait dit un jour quelque chose qu'elle n'avait jamais oublié. Elle lui avait dit que la générosité qu'on a peur de donner est souvent celle qui revient. Que ce qu'on lâche avec amour n'est jamais vraiment perdu. Naomi ouvrit son sac. Elle sortit son portefeuille. Elle prit le billet de 100 $ et elle le tendit à Chris. Il la regarda dans les yeux et ne dit rien pendant un moment. Puis il dit merci d'une voix qu'elle n'avait jamais entendue chez lui. Une voix qui tremblait légèrement, qui portait quelque chose de bien plus lourd que ces 2 syllabes. Elle hocha la tête. Elle sourit. Et elle entra dans le bâtiment pour aller travailler. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Naomi s'arrêta au supermarché du quartier et acheta ce dont elle avait besoin pour la semaine avec le strict minimum qu'elle avait sur elle. Elle rentra chez elle, prépara un repas simple et appela sa mère. Elle ne lui parla pas des 100 $. Elle lui parla juste de la journée, du travail, de la météo à Atlanta en ce début de printemps. Et quand elle raccrocha, elle s'endormit avec une légèreté étrange dans la poitrine, comme si en donnant ce billet elle avait, d'une certaine façon, reçu quelque chose. Le lendemain matin, Chris n'était pas devant le bâtiment. Naomi s'arrêta une seconde, remarqua son absence, et continua sa route. Elle ne savait pas si c'était bon ou mauvais signe. Elle décida que c'était bon. Chris était à la friperie de Little Five Points dès l'ouverture. Il avait passé la nuit à se préparer mentalement. Il avait trouvé un refuge municipal qui offrait des douches aux personnes sans domicile, et il s'y était rendu de bon matin. Il s'était rasé avec un rasoir qu'il avait acheté pour quelques dollars dans une pharmacie. Il s'était coiffé du mieux qu'il pouvait. Et maintenant il se tenait devant un miroir dans la friperie de Little Five Points, vêtu d'un costume gris foncé en laine qui avait dû appartenir à un homme d'affaires et qui était en parfait état. Il le regardait dans le miroir et il ne se reconnaissait pas tout de suite. Ou plutôt, il reconnaissait quelqu'un qu'il avait été et qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Il reconnaissait une posture, une façon de tenir les épaules. Quelque chose revenait. Quelque chose qui n'était pas de l'arrogance, pas du tout, mais de la dignité. Simplement de la dignité. Le costume lui coûta 85 $. Il lui restait 15 $ avec lesquels il acheta une cravate simple et sombre dans la même friperie. Il rangea soigneusement le costume dans un sac plastique propre que la vendeuse lui donna, et il le porta avec précaution jusqu'au refuge où il avait passé la nuit précédente pour le mettre en sécurité jusqu'au jour de l'entretien. Les 2 semaines suivantes furent les plus intenses de sa vie depuis longtemps. Non pas parce qu'il se préparait avec du matériel ou des ressources particulières, il n'en avait pas, mais parce qu'il se préparait mentalement avec une concentration qu'il n'avait plus ressentie depuis sa chute. Il se rendait chaque jour à la bibliothèque publique de la ville, sur Carnegie Way, et il passait des heures à lire, à réviser, à se rappeler ce qu'il savait de l'analyse financière, des marchés, des stratégies bancaires, des régulations en vigueur. Il lisait les rapports annuels de la Southern Premier Bank. Il se renseignait sur leur stratégie d'expansion. Il reconstituait dans sa tête des modèles d'analyse qu'il avait utilisés des centaines de fois dans sa vie professionnelle précédente. Et chaque matin, en passant devant Meridian Tower, il regardait l'entrée du bâtiment. Il ne s'asseyait plus sur le trottoir. Il passait et regardait. Et parfois, si l'heure correspondait, il croisait Naomi qui arrivait pour sa journée de travail. Elle lui souriait. Il souriait. Pas grand-chose n'était dit. Mais quelque chose était là, dans ces échanges de regards au coin de Peachtree Street. Quelque chose de réel. Le jour de l'entretien arriva. Chris se leva avant l'aube dans le refuge où il dormait. Il prit une longue douche. Il s'habilla avec soin, le costume gris, la cravate sombre,
une chemise blanche qu'un bénévole du refuge lui avait procurée 2 jours auparavant en apprenant sa situation. Il se regarda dans le petit miroir ébréché de la salle de bain commune du refuge. Il prit une grande inspiration. Il avait tout perdu. Il avait touché le fond. Il avait dormi dans la rue dans la ville où il avait autrefois été respecté et admiré. Il avait connu la honte, le silence, l'invisibilité. Il avait failli se convaincre que tout était fini. Et c'est une femme qu'il ne connaissait presque pas, une femme qui n'avait presque rien elle-même, qui lui avait tendu le fil sur lequel il pouvait maintenant tirer pour remonter. Ce matin-là, dans ce miroir ébréché, Chris Davis fit une promesse silencieuse. Il se promit de ne jamais oublier d'où il venait. De ne jamais oublier ce qu'il avait ressenti sur ce trottoir. De ne jamais regarder quelqu'un d'en haut. Et de ne jamais, jamais oublier Naomi Carter. L'entretien à la Southern Premier Bank dura 2 heures. Les 3 personnes qui le reçurent étaient des professionnels sérieux qui connaissaient leur métier. Ils avaient fait leurs recherches sur Chris, sur sa carrière précédente, sur ce qui s'était passé. Ils n'étaient pas naïfs. Mais ils avaient aussi, grâce à l'intermédiaire de son ancien collègue, une image plus complète de la situation. Et ce qu'ils virent devant eux ce jour-là, c'était un homme qui avait été frappé très fort et qui s'était relevé. Pas entièrement encore. Pas sans séquelles. Mais debout. Lucide. Humble dans le sens profond du terme, pas dans le sens effacé et sans confiance, mais avec une clarté sur lui-même et sur le monde que beaucoup de candidats n'auraient jamais. Ses réponses aux questions techniques furent solides. Sa connaissance du secteur était manifeste. Sa façon de parler de ses erreurs passées, non pas en les minimisant mais en les intégrant comme des leçons, impressionna les recruteurs. Il fut embauché. Le contrat était pour un poste d'analyste financier senior, avec une période d'essai de 3 mois. Le salaire n'était pas exceptionnel, mais il était correct, plus que suffisant pour que Chris puisse trouver un appartement et reconstruire une base stable. Il commençait dans 2 semaines. Quand il sortit de Meridian Tower ce soir-là, après 2 heures d'entretien qui lui avaient semblé à la fois interminables et instantanées, il resta planté sur le trottoir quelques secondes. Le soleil de la fin d'après-midi d'Atlanta dorait les façades des immeubles de Peachtree Street. La circulation grondait comme d'habitude. Les gens passaient sans le regarder. Et Chris pleura. Discrètement, les larmes coulant sur son visage sans qu'il essaie de les retenir. Des larmes de soulagement. Des larmes de gratitude. Des larmes pour tous les mois passés à douter, à souffrir, à se demander si ça valait encore la peine de continuer. Des larmes pour cette femme qui lui avait donné $100 sans hésiter alors qu'elle-même n'en avait pas. Il prit son téléphone, un vieux modèle que le refuge lui avait prêté, et appela son ancien collègue pour lui annoncer la nouvelle. Puis il s'assit sur le même trottoir où il avait passé des mois, devant le même bâtiment, et il regarda le ciel d'Atlanta qui commençait à s'oranger dans la direction de l'ouest. Il pensa à Naomi. Il voulait lui dire. Il voulait qu'elle sache. Mais il n'avait pas son numéro de téléphone. Il savait juste qu'elle travaillait dans ce bâtiment et qu'elle arrivait chaque matin à 5h30. Le lendemain matin, il était là. Quand Naomi arriva avec son manteau bleu marine et son sourire habituel, il était debout, pas assis sur le trottoir, debout, et il la regarda venir vers lui. Elle s'arrêta, un peu surprise par sa posture. Il lui dit qu'il avait eu l'entretien. Il lui dit qu'il avait été embauché. Il lui dit que sans elle, sans les $100, sans les bonjours du matin, sans les sandwichs, sans les regards qui disaient tu existes, il n'aurait pas eu la force de traverser les 2 semaines précédentes. Il lui dit tout ça avec des mots simples, directs, sans exagération et sans fioriture. Et il lui dit merci. Naomi l'écouta. Elle ne pleura pas. Ce n'était pas son style de pleurer en public. Mais ses yeux brillaient d'une façon particulière. Elle lui dit que c'était bien, que c'était vraiment bien, et elle lui sourit du plus beau sourire qu'elle lui avait jamais adressé. Puis elle entra dans le bâtiment pour aller travailler. Ce soir-là, en rentrant, elle appela Jasmine. Jasmine écouta toute l'histoire, et quand Naomi eut terminé, elle dit exactement ce qu'on pouvait attendre de Jasmine. Elle dit que c'était magnifique mais que Naomi aurait dû prendre son numéro de téléphone. Naomi rit. Elle dit qu'elle n'avait pas pensé à ça. Jasmine dit qu'elle devait y penser la prochaine fois. Naomi dit qu'elle verrait. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Chris commença son nouveau travail 2 semaines plus tard. Les premières semaines furent intenses. Il y avait beaucoup à apprendre sur les procédures spécifiques de la banque, les logiciels utilisés, les équipes en place, la culture interne. Mais ses compétences étaient solides, et ses collègues le remarquèrent rapidement.
Il travaillait avec une concentration qui surprenait même ceux qui avaient été sceptiques sur sa candidature. Il arrivait tôt, partait tard, posait les bonnes questions, et produisait un travail de grande qualité. Son manager direct, un homme d'une 50aine d'années qui s'appelait Marcus Johnson, lui dit après sa première semaine que ses analyses étaient parmi les meilleures qu'il avait vues depuis longtemps. Chris hocha la tête avec modestie et retourna à son bureau. Mais intérieurement, quelque chose s'alluma. Le travail faisait du bien. Le fait d'avoir un bureau, un ordinateur, des responsabilités, des collègues, tout ça le nourrissait d'une façon qu'il avait oublié à quel point c'était important. Le premier salaire arriva au bout d'un mois. Chris s'était inscrit à un programme de relogement rapide pour les personnes sortant de situations de précarité, et avec l'aide de ce programme et de son premier salaire, il avait trouvé un petit appartement dans le quartier d'Inman Park. Pas grand, pas luxueux, mais propre, calme, à lui. La première nuit qu'il passa dans cet appartement, il s'assit par terre dans le salon vide puisqu'il n'avait pas encore de meubles, et il mangea un repas simple qu'il avait acheté dans un restaurant du quartier. Et il regarda les murs blancs et vides autour de lui. Et il se sentit, pour la première fois depuis des années, en sécurité. Il pensait à Naomi. Il continuait à la voir chaque matin. Il était maintenant collègue de bâtiment avec elle, d'une certaine façon, puisqu'il travaillait dans les étages supérieurs de Meridian Tower pendant qu'elle en entretenait les espaces communs. Ils se croisaient parfois dans les couloirs ou dans le hall. Il lui disait bonjour. Elle lui disait bonjour. Ils échangeaient quelques mots. Il lui avait demandé si tout allait bien. Elle lui avait demandé comment se passait son nouveau travail. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant dans leurs échanges. Quelque chose de plus conscient, de plus chargé, de plus attentif. Quand leurs regards se croisaient, aucun des deux ne détournait les yeux immédiatement. Quand ils parlaient, leur voix prenait un ton légèrement différent, plus doux peut-être, plus personnel. Un vendredi soir, après le travail, Chris attendit devant le bâtiment. Il ne s'était pas dit explicitement ce qu'il faisait. Il s'était juste dit qu'il avait envie de prendre l'air. Qu'il rentrerait bientôt. Qu'il attendrait juste quelques minutes. Naomi sortit à 17h30. Elle le vit, marqua un temps d'arrêt presque imperceptible, et continua à marcher dans sa direction. Il lui demanda si elle avait des plans pour le week-end. Elle dit non, pas vraiment. Il lui demanda si elle avait envie de prendre un café avec lui le lendemain matin. Elle le regarda quelques secondes. Elle dit oui. Ce café du samedi matin dans un petit café de Ponce de Léon avenue changea tout. Pas parce qu'il se passa quelque chose de dramatique ou de bouleversant. Mais parce qu'ils parlèrent vraiment. Pas les échanges de quelques mots sur le trottoir d'un matin pressé. Une vraie conversation, dans des fauteuils en cuir usé avec des tasses de café entre les mains. Chris lui raconta son histoire. Pas tout d'un seul coup, pas dans tous les détails, mais l'essentiel. Sa carrière, son mariage, la trahison de Vanessa, la chute, les mois à la rue, le retour lent et difficile à une vie fonctionnelle. Il lui raconta sans chercher à se justifier, sans chercher à minimiser ses propres erreurs, avec une honnêteté qui n'était pas facile mais qui lui semblait nécessaire. Naomi l'écouta sans une seule fois regarder ailleurs, sans interrompre sauf pour poser une question douce et précise au bon moment. Naomi lui raconta sa vie. Son quartier. Sa mère Dorothy. Son appartement avec le robinet qui fuyait. Son travail qu'elle aimait parce qu'il lui donnait une fierté simple et concrète. Ses lectures. Sa foi. Sa façon de voir les choses. Chris l'écouta et comprit, progressivement, que ce qui l'avait frappé dans le regard de Naomi depuis le premier matin n'était pas une illusion. Il y avait quelque chose dans cette femme qui était fondamentalement solide, fondamentalement beau, comme une maison construite avec soin sur des fondations profondes. Il y avait chez elle une clarté sur ce qui comptait et ce qui ne comptait pas qui lui manquait à lui depuis longtemps. Ils restèrent dans ce café pendant 3 heures. En repartant, ils marchèrent ensemble une partie du chemin du retour. Atlanta autour d'eux était pleine de bruit et de vie un samedi matin. Des familles, des joggers, des gens qui promènent leurs chiens, des odeurs de nourriture sortant des restaurants du quartier. Ils marchèrent et parlèrent encore, et quand ils se séparèrent au coin d'une rue, il y eut un moment suspendu où aucun des deux ne se dépêchait de dire au revoir. Finalement, Chris dit qu'il avait passé un très bon moment. Naomi dit qu'elle aussi. Il lui demanda si elle voulait recommencer. Elle dit oui. Ce oui-là fut le début de quelque chose. Dans les semaines qui suivirent, ils se virent de plus en plus souvent. D'abord le week-end, puis parfois en semaine le soir, pour marcher dans le quartier ou manger ensemble dans un petit restaurant pas cher. Chris ne voulait pas aller trop vite.
Il avait appris à ses dépens les conséquences d'une vie construite trop vite sans vérifier les fondations. Et Naomi n'était pas une femme qui se précipitait. Elle était curieuse de lui, attentive, ouverte, mais elle ne s'emballait pas. Elle observait. Elle écoutait. Elle prenait le temps de voir si les actes de Chris correspondaient à ses paroles. Ils correspondaient. Jasmine, l'amie de Naomi, les rencontra un soir dans un restaurant du quartier de Sweet Auburn. Elle arriva avec son regard perçant et son sens de l'humour dévastateur, et elle parla avec Chris pendant 2 heures avec une franchise qui aurait intimidé beaucoup de gens. Chris la reçut avec calme, répondit à ses questions directes avec une honnêteté tranquille. Et à la fin de la soirée, Jasmine dit à Naomi dans les toilettes qu'il lui semblait bien, ce qui, dans la langue de Jasmine, était un compliment exceptionnel. La mère de Naomi, Dorothy, vécut à Atlanta et rencontra Chris lors d'un déjeuner dominical. Dorothy était une petite femme avec des cheveux gris et des yeux vifs qui voyaient tout. Elle posa à Chris les questions d'une mère qui protège sa fille unique, directement, sans méchanceté mais sans détour non plus. Elle lui parla de sa foi, de ses valeurs, de ce qu'elle attendait pour sa fille. Chris répondit avec respect et sincérité. Et à la fin du repas, Dorothy prit la main de Chris dans les siennes et lui dit qu'elle était contente de l'avoir rencontré. Ce geste-là, ce simple geste d'une femme âgée posant ses 2 mains sur celle d'un homme qui n'avait plus eu de famille présente depuis longtemps, brisa quelque chose en Chris. Il dut se lever pour aller aux toilettes 1 minute parce qu'il ne voulait pas pleurer devant Dorothy lors de leur première rencontre. L'automne arriva sur Atlanta avec ses couleurs et sa fraîcheur caractéristique. Les arbres de Peachtree Street se teintèrent d'orange et de rouge. Les matins étaient doux et les soirs commençaient à refroidir. Chris et Naomi marchaient souvent dans Piedmont Park le week-end, côte à côte, et ils parlaient de tout. De l'avenir, des rêves, des peurs aussi. Chris avait toujours peur de rechuter dans la dépression. Il avait commencé une thérapie avec un psychologue qui l'aidait à traiter ce qu'il avait traversé, et il en parlait à Naomi avec une transparence qui la touchait profondément. Naomi, de son côté, lui parla de ses propres ambitions. Elle avait envie de faire une formation, de progresser dans sa carrière. Elle aimait son travail mais elle voulait aussi grandir. Elle avait regardé des programmes de formation professionnelle en gestion d'installation, un domaine qui l'intéressait et dans lequel elle pensait avoir des compétences naturelles. Chris l'encouragea avec un enthousiasme sincère. Il lui dit qu'il l'aiderait à trouver les ressources pour financer cette formation si elle le souhaitait. Elle dit qu'elle réfléchirait, qu'elle n'aimait pas trop dépendre de qui que ce soit, ce à quoi il répondit que l'aide entre personnes qui se soutiennent mutuellement n'était pas de la dépendance mais de la solidarité. Elle réfléchit effectivement. Et elle accepta. Elle s'inscrivit à un programme de formation du soir en gestion d'installation et management d'équipe de service. Elle suivait ses cours 2 soirs par semaine tout en continuant à travailler. C'était fatigant mais elle était motivée d'une façon nouvelle, et cette motivation la nourrissait. Noël approchait. C'était le premier Noël que Chris passait sans dormir à la rue depuis sa chute, et il portait ce fait avec une conscience aiguë. Il invita Naomi à passer les fêtes avec lui. Ils firent un petit repas simple dans l'appartement de Chris, qui avait maintenant des meubles, des livres sur des étagères, des plantes sur le rebord de la fenêtre. Dorothy était là aussi, et ils passèrent la soirée tous les 3 dans la chaleur d'un appartement où régnait quelque chose de difficile à nommer, quelque chose entre la joie tranquille et la reconnaissance profonde. Après le repas, Dorothy dit à Chris quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Elle lui dit que Dieu envoie parfois les gens au bon endroit au bon moment pour les bonnes raisons, et qu'elle ne pensait pas que c'était un hasard qu'il ait atterri devant ce bâtiment particulier, à cette heure particulière, et que Naomi soit la personne qui l'ait vu. Chris regarda Naomi à ce moment-là. Et Naomi le regarda. Et quelque chose fut décidé entre eux sans qu'un mot soit prononcé. Le printemps suivant, Chris demanda Naomi en mariage. Il ne le fit pas avec une mise en scène élaborée. Pas de restaurant étoilé, pas de flash mob, pas de bague dans une coupe de champagne. Il lui avait préparé un dîner chez lui, un vrai dîner cuisiné avec soin, et après le repas il lui avait dit ce qu'il voulait lui dire. Il lui dit que depuis le premier matin où elle lui avait souri sur ce trottoir de Peachtree Street, sa vie avait recommencé à avoir un sens. Il lui dit qu'elle était la personne la plus authentiquement bonne qu'il ait jamais rencontrée. Il lui dit qu'il ne voulait pas imaginer un avenir qui ne soit pas avec elle. Il avait acheté une bague simple et belle, une bague avec un diamant modeste mais élégant, monté sur de l'or jaune. Il la sortit de sa poche et se mit sur un genou. Naomi le regarda pendant ce qui sembla être une longue minute. Elle dit oui. La cérémonie de mariage eut lieu 6 mois plus tard, en septembre, dans une petite église du quartier d'Auburn Avenue, la même avenue qui avait vu naître le docteur Martin Luther King,
cette avenue qui portait l'histoire de toute une communauté dans ses pavés et ses façades. L'église était petite mais pleine. Dorothy était au premier rang, en robe bleue, avec des larmes qu'elle ne cherchait même pas à retenir. Jasmine était la témoin de Naomi, en robe verte, et elle pleurait aussi tout en prétendant que ses yeux la piquaient à cause d'un peu de poussière. Les parents de Chris, venus de Floride pour l'occasion, étaient là aussi, sa mère dans une belle robe bordeaux, son père qui portait le même sourire que son fils, un sourire qui disait qu'il était fier de voir son garçon debout. Quand Chris et Naomi échangèrent leurs vœux, l'église était si silencieuse qu'on entendait le bruit de la circulation dehors sur Auburn Avenue. Ils se regardèrent et ils se parlèrent avec des mots simples, des mots vrais, des mots qui ne cherchaient pas à briller mais juste à dire la vérité. Et la vérité qu'ils se dirent ce jour-là était que ce qu'ils avaient été rare, était construit sur quelque chose de solide, et qu'ils allaient s'en occuper tous les jours avec soin. L'officiant, un vieux pasteur qui connaissait Dorothy depuis des décennies, dit à la fin de la cérémonie quelque chose que l'assemblée allait longtemps se rappeler. Il dit que certains mariages naissent dans les ballrooms et finissent dans les tribunaux. Et que d'autres naissent sur un trottoir froid, entre un homme qui avait tout perdu et une femme qui n'avait presque rien, et finissent dans la lumière de Dieu et de la vérité. Il dit que c'est ce genre de mariage-là qui dure. La salle applaudit. Dans les années qui suivirent, la vie de Chris et Naomi se construisit avec la même qualité que leur amour, solidement, patiemment, un étage à la fois. Chris progressa dans son travail à la Southern Premier Bank. Après sa période d'essai réussie, puis une promotion au bout d'un an, puis une autre 2 ans plus tard, il se retrouva à la tête d'un département d'analyse et de stratégie. Il ne recherchait pas le pouvoir pour le pouvoir. Il recherchait la capacité à faire bien son travail et à créer autour de lui un environnement où les autres pouvaient aussi bien travailler. Et ça se vit, ça se reconnut, et ça mena naturellement à des responsabilités croissantes. Naomi termina sa formation en gestion d'installation. Elle fut promue manager d'équipe chez son employeur, supervisant une équipe de 15 personnes. Elle était bonne dans ce rôle, pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'elle traitait chaque membre de son équipe avec le même respect qu'elle avait toujours accordé aux autres. Les gens voulaient bien travailler pour elle. Ils voulaient ne pas la décevoir. Non pas par peur, mais par envie de mériter la confiance qu'elle leur accordait. Ils déménagèrent dans une maison à Kirkwood, un quartier d'Atlanta en pleine renaissance, avec une véranda devant et un jardin derrière. Pas une maison de luxe. Une belle maison, bien tenue, où Dorothy venait déjeuner le dimanche, où Jasmine débarquait sans prévenir et restait 3 heures, où les parents de Chris venaient passer les fêtes. Une maison qui sentait la cuisine, le café, et quelque chose qu'on ne peut pas vraiment nommer mais qu'on reconnaît immédiatement quand on entre dans certains espaces. La paix. Ils eurent un enfant, un garçon qu'ils appelèrent Samuel. Puis une fille, 2 ans plus tard, qu'ils appelèrent Grace. Samuel avait le calme et l'intelligence de Chris, et les yeux de Naomi. Grace avait le rire facile et l'énergie de Jasmine, ce qui fit beaucoup rire l'intéressé quand on lui fit la remarque. Dorothy était aux anges avec ses petits-enfants. Elle passait des après-midi entiers avec eux à leur raconter des histoires, à leur apprendre à cuisiner des petites choses simples, à leur chanter des chansons qu'elle connaissait depuis l'enfance. Chris, qui regardait ça, pensait souvent à sa propre mère et à la façon dont les familles se reconstruisaient, se réparaient, se renforçaient au fil des générations. Un soir, alors que Samuel avait 7 ans et Grace 5, Chris était en train de les coucher. Il leur lisait une histoire, un vieux livre illustré que Dorothy leur avait offert, et Samuel lui posa une question. Il demanda à son père si les gens qui vivaient dans la rue étaient des mauvaises personnes. Chris posa le livre et regarda son fils. Il lui dit non. Il lui dit que les gens qui vivaient dans la rue étaient des personnes comme lui, comme sa maman, comme sa mamie Dorothy. Des personnes qui avaient traversé des choses difficiles, qui avaient perdu quelque chose, qui avaient besoin d'aide. Il lui dit que lui-même avait vécu dans la rue pendant un moment. Samuel ouvrit de grands yeux. Chris lui raconta une version simple et douce de son histoire. Il lui parla de sa chute, sans tous les détails, et il lui parla de sa maman, de comment elle lui avait souri chaque matin et lui avait donné ce dont il avait besoin pour remonter. Il lui dit que la bonté d'une personne peut changer la vie de quelqu'un d'autre complètement. Samuel réfléchit à tout ça. Puis il demanda s'il pouvait apporter des sandwichs aux gens qui dormaient dehors parfois. Chris hocha la tête. Il dit que oui, absolument, il pouvait faire ça. Le samedi suivant, ils le firent. Naomi, Chris, Samuel et Grace préparèrent ensemble une 20aine de sandwichs dans la cuisine de leur maison de Kirkwood. Grace en mangea la moitié d'un pendant la préparation et fut très sérieusement grondée par Samuel, ce qui produisit une scène qui fit rire tout le monde malgré les protestations initiales du grand frère outragé.
Puis ils partirent tous les quatre dans le centre d'Atlanta avec les sandwichs et les distribuèrent aux personnes qui dormaient sur les trottoirs et dans les parcs. Samuel et Grace donnaient les sandwichs avec le sérieux et la solennité de gens en mission. Ils disaient bonjour. Ils ne couraient pas. Ils ne fuyaient pas les regards. Naomi les observait avec quelque chose dans les yeux que Chris remarqua et ne dit rien sur le moment. Plus tard, le soir, quand les enfants dormaient, il lui prit la main dans le salon. Il lui dit qu'il la regardait faire tout ça et que ses enfants étaient en train de devenir exactement qui ils devaient être, et que c'était grâce à elle. Elle lui dit que c'était grâce à eux deux. Il dit que non, que lui il avait appris d'elle. Que c'est elle qui lui avait montré que la bonté n'était pas une faiblesse mais la force la plus durable qui soit. Elle posa sa tête sur son épaule. Dehors, Atlanta brillait dans la nuit. Les lumières de la ville montaient dans le ciel sombre, les avions passaient au loin, les autoroutes grondaient sans s'arrêter. La ville qui ne dort jamais, qui respire fort, qui parfois crie. Cette ville dans laquelle un homme avait touché le fond d'un trottoir de Peachtree Street et une femme l'avait regardé avec des yeux qui disaient « Tu existes ». Chris pensa à ce matin de janvier froid, des années auparavant. Il pensa au manteau élimé, au sac de voyage usé, au regard de Naomi qu'il avait traversé et qui n'avait pas regardé ailleurs. Il pensa aux 5 $ donnés sans calcul, au sandwich du matin, au billet de 100 $ tendu avec simplicité par une femme qui n'avait que ça dans son portefeuille. Il pensa à ce que cela avait représenté pour lui à ce moment-là. Il pensa que les gens ne savaient souvent pas quelle importance pouvait avoir un geste, un regard, un sourire, pour quelqu'un qui traverse une période sombre. Il pensa que Naomi n'avait pas su, ce matin-là, en lui tendant son dernier billet, que ce geste allait changer 2 vies, puis 4 vies avec Samuel et Grace, et peut-être des vies au-delà, parce que leurs enfants apprenaient aujourd'hui à faire la même chose. Il pensa que les petits gestes n'étaient jamais vraiment petits. Le lendemain matin, Chris se leva avant tout le monde. Il sortit sur la véranda de la maison de Kirkwood avec une tasse de café. L'air d'Atlanta en septembre sentait la fin de l'été, les feuilles qui commençaient à sécher, l'herbe du jardin un peu plus fraîche sous les pieds. Il entendit à l'intérieur le bruit de Naomi qui se levait, le bruit de Grace qui appelait son père depuis sa chambre, le bruit de Samuel qui se retournait dans son lit avec un gémissement de quelqu'un qui ne veut pas encore se réveiller. Il sourit. Il pensa à ce qu'il avait perdu. Il pensa à ce qu'il avait retrouvé. Il pensa à la différence entre les deux et au chemin parcouru entre le premier et le second. Il pensa que si on lui avait dit, dans les pires moments sur ce trottoir, que sa vie ressemblerait un jour à ce qu'elle était ce matin-là, il ne l'aurait peut-être pas cru. Ou peut-être que si. Peut-être qu'une toute petite partie de lui, la partie qui ne s'était pas complètement éteinte même dans le noir, aurait dit que c'était possible. Que ça pouvait encore arriver. Que les chutes ne sont pas des fins, juste des moments très difficiles sur un chemin qui continue. La porte de la véranda s'ouvrit. Naomi apparut, encore en pyjama, les cheveux défaits, une tasse de café dans la main. Elle s'assit à côté de lui sur le banc en bois. Ils restèrent silencieux un moment, regardant le jardin, écoutant le quartier de Kirkwood qui commençait sa journée avec ses bruits familiers. Puis Naomi dit qu'elle avait un truc à lui dire. Il la regarda. Elle dit qu'elle était enceinte. 3e enfant. Chris posa sa tasse de café. Il se tourna vers elle. Il la prit dans ses bras avec une douceur qui était la marque de tout ce qu'il avait appris, de tout ce qu'il avait traversé, de tout ce qu'elle lui avait donné sans le savoir en lui tendant simplement la main les matins froids de Peachtree Street. Il dit que c'était la meilleure nouvelle de sa journée. Elle rit. Dehors, Atlanta s'éveillait dans la lumière de septembre. Dans les bureaux de Meridian Tower, des gens préparaient leur réunion de la journée sans savoir que le directeur d'un département important de la banque au 30e étage avait autrefois dormi sur le trottoir en bas de leur immeuble. Dans le quartier de Vine City, des gens se levaient et se préparaient pour leur journée. Des femmes comme Naomi avaient été, travaillant dur, vivant simplement, portant en elles quelque chose d'essentiel que l'argent ne donne pas et que l'argent ne peut pas prendre. Dans les rues de la ville, certains hommes et certaines femmes dormaient encore sous leurs couvertures usées, portant leurs histoires, leurs chutes, leurs espoirs enfouis. Et dans une maison de Kirkwood avec une véranda et un jardin, un homme et une femme buvaient leur café dans la lumière du matin et attendaient le bruit de leurs enfants qui allaient bientôt descendre l'escalier. Ce n'était pas une fin de conte de fées au sens pailleté et irréel du terme. Ce n'était pas une vie parfaite, sans difficulté, sans deuil, sans moments sombres. La vie ne fonctionnait pas comme ça, et ni Chris ni Naomi n'auraient voulu croire à cette version-là. La vie continuait avec ses aspérités et ses imprévus. Il y aurait encore des moments difficiles, des doutes, des nuits où les vieilles blessures feraient mal. La thérapie de Chris était un travail de long cours.
La santé de Dorothy commençait à décliner doucement avec l'âge. Mais il y avait quelque chose de fondamentalement solide sous tout ça. Une fondation faite de la même matière que le billet de 100 $ tendu sans calcul sur un trottoir froid. De la même matière que les bonjours du matin donnés avec un vrai sourire. De la même matière que le regard qui dit tu existes quand le monde entier fait semblant de ne pas voir. Cette matière-là ne se trouvait pas dans les boutiques de luxe d'Atlanta. Elle ne s'achetait pas en ligne. Elle ne figurait dans aucun classement, aucun palmarès, aucun magazine économique. Elle n'avait pas de prix de marché, pas de valeur cotée en bourse, pas de rendement mesurable. Et pourtant, c'était cette matière-là qui avait tout construit. La bonté, la loyauté, la gratitude. 3 mots simples pour une histoire vraie. L'histoire de Naomi et Chris. Nés dans les rues d'Atlanta. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à quelqu'un dans votre vie, à quelqu'un qui vous a tendu la main quand vous en aviez besoin, ou à quelqu'un à qui vous pourriez tendre la vôtre, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez, dites-moi ce que vous avez ressenti, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que les histoires comme celle-ci méritent d'être racontées et entendues. Et il y en a d'autres qui vous attendent ici. Merci de m'avoir accordé ce temps. Prenez soin de vous, et prenez soin des gens autour de vous. Parce qu'on ne sait jamais quelle importance peut avoir un simple bonjour pour quelqu'un qui traverse des jours sombres.